Bonjour Michel Aglietta. Bonjour. Vous venez de publier Sortir de la crise et inventer l'avenir. C'est un livre qui fait un pont finalement avec celui que vous avez publié il y a 2 ans qui s'appelait Zone euro, éclatement ou fédération. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la première partie de ce livre où vous faites le diagnostic sur les erreurs de politique économique. Je reviens à zone euro, éclatement ou fédération. Vous croyez encore à la fédération ? Je pense que la fédération est l'horizon indispensable de la construction européenne. C'est le futur qu'on doit dessiner pour faire un sentiment collectif qui permettra d'agir en fonction de réaliser ce futur. Et qu'à partir du moment où on a créé une monnaie qui est un bien public et qui est essentiellement politique, sans fédération, on ne peut pas soutenir un espace monétaire unique. Donc fédération, monnaie unique, ce sont des liens qui doivent être très forts entre les deux. Vous faites le constat que l'Europe est le malade de l'économie mondiale. Bien pire, vous estimez que l'Europe est menacée d'une stagnation de longue durée, une stagnation séculaire. Vous pointez notamment les erreurs de politique économique de la zone euro. Est-ce qu'on pourrait revenir sur ces erreurs de politique économique ? Donc il y a eu des erreurs de politique économique qui font que la zone euro est dans une situation plus dégradée que ne l'ont été d'autres régions du monde, mais qui avaient subi les mêmes problèmes. C'est-à-dire que les forces profondes de la crise financière ont été communes. Mais à partir de 2010, l'évolution diverge, notamment entre la zone euro et les États-Unis. Il faut comprendre évidemment pourquoi cette divergence. On sait que c'est la deuxième crise de l'Europe, on peut dire. Cette deuxième crise de l'Europe a débuté par un événement qui aurait dû être circonscrit, qui est la crise des finances publiques grecques. La Grèce ne fait pas plus de 5% du PIB européen. Si on avait identifié la crise grecque comme une crise de solvabilité posant un problème de restructuration de la dette, et que ce problème de restructuration de la dette avait été traité par un accord du gouvernement régler européen. Ce problème de la crise dette. Il fallait accepter une restructuration qui ne représentait pas des montants énormes par rapport, si vous voulez, à la masse des actifs qui existent dans la zone euro. Donc la première erreur importante a été de laisser la crise grecque proliférer à travers la logique financière, alors là pour le coup, la dynamique de contagion des marchés financiers, proliférer dans les marchés de dette publique des autres pays et faire monter notamment les taux d'intérêt à des niveaux très élevés en Espagne, en Italie, au Portugal, créant un risque d'insolvabilité dans des pays où le problème était plutôt un problème de dette privée. Bon. Ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est de ne pas avoir suivi les traces des États-Unis qui ont remis leur système bancaire à flot très rapidement. Dès 2009, il y a eu... on a purgé, recapitalisé. C'est-à-dire on a commencé par analyser, ça a été ce qu'on a appelé les tests de stress aux États-Unis, fait par la Réserve fédérale. On a défini le montant de capital à injecter, qui était insuffisant, et ça a été fait très rapidement. Et ça n'a pas été fait en Europe. Ça n'a pas du tout été fait en Europe, puisque la même opération que celle que la Fed de New York a été faite par la BCE a été terminée à l'automne dernier, c'est-à-dire 5 ans plus tard. La raison, c'est la volonté de protéger les banques européennes ? Alors la raison est certainement liée à l'absence de gouvernance intégrée de l'Europe, c'est-à-dire chaque pays, là on voit l'absence de fédéralisme, quoi. Chaque pays étant insuffisant, si vous voulez, le maître de la régulation prudentielle de ses banques, cherche à protéger ses champions européens. Et ça s'est fait de manière la pire possible, c'est-à-dire en cachant des pertes qui étaient dans disons, les actifs légués par la crise financière passée. Quelles leçons vous tirez des derniers stress tests qui ont été faits sur les banques européennes ? Ce que je veux dire à partir de ça, c'est que justement, l'Europe fonctionne si vous voulez, sur la crête, en quelque sorte, très au bord de l'abîme. C'est-à-dire qu'à la fin 2011 et début 2012, nous étions près de l'éclatement parce que le système bancaire se fractionnait au niveau national et on n'avait plus d'espace financier. Qu'ont fait les gouvernements à ce moment-là? Ils ont accepté l'union bancaire.
Il faut comprendre ce que ça signifie. Accepter l'union bancaire, ça signifie que dans le domaine financier, on accepte de déléguer au niveau supérieur, c'est-à-dire au niveau européen, une fonction souveraine qui est la régulation des banques. Et donc, on passe d'une union purement monétaire à une union bancaire qu'on a acceptée. Ce qui veut dire que la crise peut faire progresser par un processus de pas successif eh bien, les différents éléments de la gouvernance européenne qui sont nécessaires. Je pense qu'il y a une leçon importante dans l'union bancaire, c'est qu'on a une industrie de réseau par définition et que l'on pourrait faire la même logique dans d'autres industries de réseau, comme par exemple l'énergie, la distribution d'électricité, etc. Donc il y a si vous voulez, cette leçon à tirer me paraît très importante. Avec un système de supervision pour la zone euro. Et donc ça créerait à ce moment-là des systèmes de supervision qui sont liés aux industries qui ont la caractéristique d'intégrer l'Europe, mais qui ne fonctionnent pas sans règles communes, qui fonctionnent très mal sans règles communes. Alors vous êtes néanmoins extrêmement critique vis-à-vis des initiatives institutionnelles qui ont été prises au cours des dernières années. Et notamment, vous avez déjà évoqué l'union bancaire qui se met en place, selon vous, trop lentement. Elle se met en place trop lentement, tout le monde l'a vu. Mais en particulier, c'est la fonction de supervision qui est assurée. Mais les problèmes de résolution des crises bancaires sont encore très difficiles, puisqu'on n'a pas constitué encore, et ça va mettre très longtemps pour le faire, un fonds commun, si vous voulez, de recapitalisation si elles sont nécessaires. Les pays, les gouvernements restent responsables de la partie résolution pour l'instant. Et quant à l'assurance des dépôts, qui est le troisième pilier d'une union bancaire intégrée, l'assurance des dépôts reste très, très, très différenciée par pays. Et il n'y a pas encore une logique globale d'assurance des dépôts qui, évidemment, fait partie d'une union bancaire intégrée. Alors, par contre, la politique monétaire a pas mal évolué depuis 2-3 ans. La politique monétaire, en effet, a évolué, mais là, de ce point de vue-là, dans la logique des autres banques centrales, avec simplement du retard du fait des obstacles que le traité de Maastricht met sur le comportement de la Banque centrale, mais elle évolue en fonction de la pression des événements. C'est-à-dire que le problème n'est pas de combattre l'inflation, mais d'éviter de la déflation, ce qui représente une politique différente. En effet, parce que pour éviter la déflation, on fait tomber le taux d'intérêt nominal à zéro, mais on s'aperçoit que ça ne suffit pas pour relancer la machine économique. Donc on est bien obligé de développer d'autres instruments, qui sont des instruments de bilan, c'est-à-dire acheter des titres, pour pouvoir éventuellement en relancer, si vous voulez, la dépense des acteurs économiques, c'est-à-dire relancer une machine de croissance. Et donc faire baisser le taux d'intérêt réel pour faire remonter l'inflation. Alors pour la question, c'est là qu'on voit le problème, c'est-à-dire que la Banque centrale se bat contre les gouvernements, d'une certaine manière, pour essayer d'élargir l'espace des titres qu'elle peut acheter. En tout cas, contre les gouvernements du nord de l'Europe et de l'Allemagne en particulier. Oui, c'est ça. Contre, si vous voulez, un certain nombre de caractéristiques qui ne sont même pas le traité de Maastricht, car le traité de Maastricht ne dit pas, il dit que la Banque centrale ne peut pas acheter directement au niveau primaire des dettes publiques liées à des déficits en cours, mais rien ne l'empêche normalement d'acheter des dettes sur le marché secondaire. Et donc, en fait, ce que Draghi a rappelé. Le point important de l'évolution, c'est que Draghi dit la chose suivante, et il l'a dit depuis le mois d'août dans des conférences de presse successives, c'est-à-dire, moi, je veux continuer à faire le maximum par rapport à mes outils pour pouvoir... Whatever it takes. Oui, pour pouvoir relever, si vous voulez, la situation européenne. À l'époque, c'était empêcher que les banques s'effondrent. Maintenant, c'est essayer de faire remonter le taux d'inflation. Mais au fur et à L'Europe du Sud est déjà en déflation. L'Italie et l'Espagne sont en déflation. Vous avez la moitié de l'Europe qui est en effective déflation, puisque vous avez un niveau moyen des prix qui est à 0,3, 0,4 suivant les mois. Les secteurs industriels en Europe sont en déflation. Et l'industrie est en déflation, ce qui est un phénomène mondial, parce que vous retrouvez la même chose en Chine avec les prix de production qui baissent, etc. Donc il y a une force de déflation qui existe au niveau mondial. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce que dit Draghi, c'est la chose suivante qui est très importante. Le mode de transmission de la politique monétaire, si vous, gouvernement, ne faites rien, notamment pour relancer l'investissement en Europe, la transmission de la politique monétaire devient inefficace. Et moi, tout seul,
la BCE toute seule ne peut pas sortir l'Europe des difficultés qu'elle rencontre. Alors ça pose le problème de la politique budgétaire qui a été suivie ces 3 dernières années. Alors absolument. C'est-à-dire que ça, c'est là, j'ai parlé de 2 erreurs importantes. L'une qui était de ne pas circonscrire la crise de solvabilité de la Grèce. 2, de ne pas avoir perçu que les banques devaient être traitées rapidement pour pouvoir relancer le crédit. La 3e, c'est se précipiter dans la volonté de faire baisser les dettes publiques, qui avait bondi pour des raisons, disons, exogènes, hein, c'est-à-dire le sauvetage en 2008-2009 du système financier et les plans de relance que le G20 avait décidés. C'est la seule période d'ailleurs de l'histoire où il y a eu une coordination mondiale. Hein, ça a fait monter forcément les déficits et on veut les réduire tout de suite. Et on veut les réduire tout de suite alors que l'économie privée était encore très loin de pouvoir soutenir l'emploi, le niveau d'emploi global de l'économie. Résultat, on a, par cette austérité, introduit une 2e récession. Et cette 2e récession est, si vous voulez, désastreuse, dévastatrice, parce qu'elle a engendré un processus endogène de basse croissance dans lequel la demande affaiblie, hein, et elle reste extrêmement basse. Basse demande, pas assez de revenus, on ne peut pas se désendetter dans le secteur privé alors qu'on le voudrait, donc pas d'investissement, donc pas de demande, etc. Et ça, c'est le côté demande, mais le côté offre en même temps a été, si vous voulez, détérioré. Quand vous avez une baisse de l'investissement, c'est ça qu'il faut comprendre, en zone euro de 20% de 2008 à 2013, quelqu'un qui regarderait ça de Sirius dit ben, l'Europe est en dépression. Hein, si l'investissement, lui, indiquerait. Et en même temps, cette situation de très basse inflation qui rend encore plus difficile le rétablissement des équilibres publics. Tout à fait, puisque la très basse inflation, l'inflation qui a baissé et qui est devenue très basse, alors que le taux d'intérêt nominal ne peut pas baisser plus, fait monter le taux réel, fait monter le coût des dettes, fait monter le coût du capital, qui paraît très bas, mais la rentabilité du capital, ce qu'on appelle, si vous voulez, dans le jargon économique, le taux d'intérêt naturel, la rentabilité nette du capital est encore plus basse, ce qui fait qu'on est bloqué dans ce processus de basse croissance. Quel jugement vous portez sur le dogme de l'équilibre des finances publiques qui est appliqué en Allemagne ? Ben, ça fait partie, si vous voulez, de critères budgétaires qui paralysent la possibilité de sortir de la situation, puisque ça n'est justifié par rien du tout, en fait. Hein. Ce n'est pas justifié par la notion de soutenabilité. La soutenabilité ne dit pas que le solde structurel doit être à 0. Et surtout, l'erreur majeure, c'est d'introduire l'investissement dedans. C'est-à-dire que tout se passe comme si aujourd'hui on disait au gouvernement, vous avez besoin, et ça c'est maintenant constaté un peu partout, de plus d'investissements publics. Il y a une dégradation d'infrastructures, pas nécessairement les mêmes dans tous les pays, mais notamment en Allemagne. Et c'est comme si vous disiez, ben, vous devez autofinancer ça maintenant, avec les recettes courantes. Ce qui veut dire que le partage intergénérationnel des risques et des bénéfices liés à la production d'infrastructures, dont les générations futures participeront, ils ne participent pas au financement puisqu'on ne crée pas de dette publique pour l'infrastructure. Ce qui veut dire que ce qu'il faudrait faire, si on veut garder les critères de Maastricht, c'est sortir l'investissement, évidemment, du solde calculé pour définir l'équilibre. Donc si vous définissez un équilibre sur le solde des opérations courantes de l'État et vous laissez l'investissement dehors, vous pouvez retrouver un critère, si vous voulez, raisonnable. Dans les conditions actuelles, il ne l'est pas. Alors venons-en à la France. Vous faites un diagnostic extrêmement sévère sur la politique économique qui est appliquée en France et notamment sur la politique d'offre. Ce qu'on appelle la politique d'offre en France, c'est de se lancer dans un processus de désinflation compétitive vis-à-vis des autres pays de l'Europe du Sud aujourd'hui. Hein. Qui ripostent à leur tour. Ben évidemment, c'est la même chose que les dévaluations compétitives des années d'entre-deux-guerres, mais avec un taux de change nominal constant, donc qui se fait par une tentative de baisse des coûts polarisé dans le secteur qui est un secteur exportateur, un secteur de biens échangeables internationalement, c'est-à-dire le secteur industriel. Or, ce qu'on constate fondamentalement, c'est que la majorité des divergences qui se sont manifestées vis-à-vis de l'Allemagne
depuis le milieu des années 90, en fait, hein, elle est essentiellement hors de ce secteur. Hein. C'est-à-dire, elle est dans l'immobilier, qui a été crucial. Oui, vous dites, en amont, vous dites, on a tort de se focaliser sur le problème du coût du travail. Le coût du travail dans l'industrie en particulier. Hein. La différence de coût du travail très considérable qui existe, et il faut penser aussi le passage du coût du travail au prix. Car entre le coût du travail et les prix, il y a des marges qui peuvent incorporer des rentes. Et en effet, c'est ce qui se passe dans les services. Ce qu'on voit, c'est une divergence entre l'évolution des services en Allemagne et par rapport au reste de l'Europe. France et reste de la zone euro, j'ai un graphique qui montre ça, ont évolué à peu près de la même manière. Et les prix des services en Allemagne sont moins chers, pas simplement pour des raisons de rente, pour des raisons aussi salariales. Salariales dans les services. Dans les services. Donc ça, c'est une première opération. Et vous insistez aussi sur le problème du coût de l'immobilier. Et l'immobilier est crucial. L'immobilier est crucial, c'est-à-dire que les prix immobiliers n'ont pas monté sur 20 ans, alors que vous avez eu, si vous voulez, une divergence des prix immobiliers, puisque c'est la source de la crise financière, dans la plupart des autres pays européens. Résultat, ça a fait retour par les loyers, ça fait retour par les coûts aussi de l'immobilier commercial, et par conséquent par un ensemble de coûts qui revient évidemment sur la compétitivité. Premier élément. Et l'autre élément important qui me semble essentiel, c'est le manque en France de ce qu'on appelle la compétitivité hors prix, hein, c'est-à-dire l'ensemble des renouvellements de capital qui incorporent l'innovation, et puis, si vous voulez, l'insuffisance d'investissement dans des techniques d'innovation, en quelque sorte. Alors le patronat, pour répondre à cette interrogation, à cette question, met l'accent sur l'insuffisance des marges dans l'industrie française. Ben oui, alors, mais l'insuffisance des marges est un résultat. Hein. C'est un résultat du fait que... L'insuffisance d'investissement. De la qualité des facteurs de production qui dépendent d'investissements innovateurs a été insuffisant en France. On sait en particulier que dans le domaine des robots industriels, nous sommes très en retard. Moi, j'ai regardé par rapport à l'Allemagne et par rapport à l'Italie, par exemple. Hein. La robotisation dans le secteur manufacturier, achat de robots nouveaux, etc., s'est agrandi cet écart au cours des années 2000. Le problème de compétitivité de la France, c'est aussi un problème de gouvernance des entreprises? Alors, il y a un problème, en effet, plus fondamental, c'est comment on construit des systèmes d'innovation. Ce que montre l'Allemagne et d'autres logiques d'innovation, c'est que l'innovation ne se fait pas avec des entreprises toutes seules par rapport à un marché homogène, anonyme en général. Hein. L'innovation implique ce qu'on appelle d'intérioriser des externalités, c'est-à-dire de créer des relations qui sont des relations de coopération, qui mettent des firmes ensemble, les unes coopération entre les entreprises, mais des coopérations avec un secteur financier qui a des relations suivies avec les entreprises en question, avec cet ensemble d'entreprises, avec des instituts technologiques qui sont liés à la production des sources de progrès technique incrémental, c'est-à-dire progrès technique dans le flux, si vous voulez, du développement des entreprises, et avec un système éducatif qui correspond aux besoins, de façon à ce que les qualifications soient transférables dans le système en question. On en fait hein, à Lyon, à Rhône-Alpes, si vous voulez, dans les Pays de la Loire. Il y a des régions où on crée des systèmes d'innovation, on les appelle pôles de compétitivité chez nous, mais on n'en fait pas assez. À mon avis, l'absence ou le manque de délégation de pouvoir et de responsabilité et de moyens aux dirigeants locaux, que ce soit des dirigeants de métropoles urbaines ou de régions, est un élément certainement défavorable, en particulier si on le compare avec le Mittelstand. Pour conclure sur cette partie, Michel Aguieta, est-ce qu'on n'a pas en France un problème de cohésion globale et de cohésion sociale entre les banques et les systèmes de financement, les grandes entreprises, les PME et les salariés des entreprises? Oui, tout à fait. Et il résulte d'évolutions longues. Les grandes entreprises se sont largement découplées du territoire national.
et en partie, donc il n'y a pas d'intégration profonde des PME dans le cadre, si vous voulez, d'une logique de développement des grandes entreprises, contrairement à ce qui se fait au Japon, par exemple, hein, où les PME sont intégrées comme des partenaires. Mais ceci est profondément lié probablement à la nature de l'actionnariat, puisqu'on sait que les entreprises du CAC 40 ont plus de la moitié de leurs actionnaires dans des fonds anglo-saxons, disons, pour dire la chose. Hein. Et par conséquent, avec une logique de gouvernance qui n'a pas de raison, si vous voulez, de favoriser le territoire national. Sur le plan de la relation capital-travail, on sait qu'en France, elles sont exécrables, que la notion même de bargaining power, c'est-à-dire de compromis, la notion de participation par des relations qui permettent d'incorporer, si vous voulez, les compétences dans les décisions stratégiques d'entreprise n'existe pas, ou très peu. Alors cette question du compromis social, d'un compromis social renouvelé en France, nous le verrons dans une seconde partie, dans un second entretien. Michel Aglietta, je vous remercie. Merci beaucoup.